qu'est-ce que c'est que le réensauvagement? Alors en bon français, c'est le rewilding. C'est un mouvement international, hein. Alors souvent, on se dit, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a aussi des choses qui réapparaissent, et notamment les grands animaux. Rien que pour la France, par exemple, en 95, il n'y avait plus que 5 ours. En 2018, il y en a plus d'une quarantaine. Donc les loups sont revenus à pattes, naturellement, en 1992. Les lynx sont à nouveau là. Enfin, bon, et puis il y en a qui reviennent, comme les cerfs aussi, qui ont failli disparaître. Nos Big Five, donc ces 5 animaux, sont revenus. Ils sont revenus grâce à des réformes et à des lois de protection. Je suppose qu'ils sont pas revenus comme ça. Ah oui, ça c'est la résilience de la nature. C'est-à-dire que dès qu'on l'arrête de l'embêter, elle réapparaît. Et on a arrêté de chasser des loutres et des castors, ils sont revenus. Alors les castors, on les a un peu réintroduits, les loutres, c'est quasiment tout naturel. Donc ça, c'est très positif, et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Donc avec l'ASPAS, on encourage ce rewilding en achetant des parcelles de nature, carrément. On se permet ça, avec des fonds privés, évidemment, hein. On est libre de toute subvention publique, donc on achète carrément un morceau de montagne ou autre, et on la laisse en libre naturalité. Ça, c'est un concept qui fait très peur ceux qui ne connaissent pas la nature, c'est-à-dire qu'on laisse la nature tranquille. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là à les aider. Vous laissez vraiment les animaux entre eux. Oui, parce qu'on a oublié que la nature était là avant nous, Ben et oui. que l'homme est plutôt le problème que la solution. Donc nous, on offre à nouveau des territoires aux loups, aux aigles et aux cerfs, et ça c'est pour tout le monde. Alors on ne fait pas de publicité pour qu'il n'y ait pas, comme dans les parcs nationaux, des parkings et des vendeurs de merguez. C'est tranquille, on a le droit de s'y promener, on n'en fait pas trop de pub, mais on redonne à la nature sa sauvagerie. Oui, mais alors comment faire pour que tous les chasseurs du coin viennent pas? Parce que c'est Ça les embête paradis beaucoup. aussi. Ça les embête beaucoup. Donc en général, comme c'est des territoires de chasse qu'on pique aux chasseurs, ils commencent à braconner. Mais on a des caméras partout, on va voir le maire régulièrement, et au bout d'un moment, au bout d'un an, au bout de 2 ans, ça se calme. Et on accepte que la nature... D'ailleurs, ça leur sert à quelque chose, puisque le gibier est très... c'est un terme de Il n'y a pas chasse, de gibier. frontières, oui. Voilà. Il va Donc il se reproduit beaucoup plus, et les chasseurs sont même bénéficiaires. Ça, c'est pas notre but premier, évidemment, hein. Et donc, du coup, vous en êtes à combien de lieux de réensauvagement maintenant? On a 3 grandes réserves, et on a beaucoup de projets encore, hein. On a la réserve du Grand Barry dans la Drôme, on a la réserve des Deux Lacs dans la Drôme aussi, et on a une forêt le long du Léguerre, qui est un petit fleuve breton. On a effacé un barrage là-bas, c'est-à-dire que la vie sauvage revient, les saumons sauvages, les lamproies, il y a toute une faune, des frayères, enfin tout renaît, simplement parce qu'on a laissé tranquille. Donc ça, c'est les 3 qui sont acquises. Et d'ailleurs, Rewilding Europe, qui est une association européenne, n'a donné son label qu'à 2 espaces en France, et c'est nos 2 réserves sauvages de la Drôme. Donc ça veut dire que les parcs et les réserves de l'État ne font pas leur boulot. On peut y abattre des chênes centenaires ou des arbres même multicentenaires. On peut y chasser, dans la majorité, hein. Là, les gens ne le savent pas. Donc les espaces sont plus protégés en France. Eh bien, on fait le boulot. Et dans vos espaces, est-ce que du coup, par contre, vous autorisez des scientifiques ou des naturalistes comme vous pour justement venir étudier les animaux, étudier leurs mœurs et essayer de les aider? Ah ben, au contraire, les naturalistes et les scientifiques sont les bienvenus pour faire des comptages, pour savoir la richesse qu'il y a. J'aime pas le mot biodiversité, mais la diversité naturelle. Bien sûr, ils sont les bienvenus. C'est pas du tout fermé, il n'y a pas de grillage, c'est pas interdit. C'est juste, on est respectueux et on ne laisse pas de traces quand on s'en va. Et donc pour participer, on va sur le site? Allez sur le site de l'ASPAS, donc aspas-nature.org, et évidemment, vos dons sont les bienvenus. Vous donnez ne serait-ce que 10 000 euros, ça va nous arranger, et on pourra acheter à nouveau des pans entiers de montagne. Protéger le vivant, protéger la biodiversité, c'est pas uniquement pour faire joli, faire des belles images ou raconter des belles histoires ou se nourrir. Une question de survie. C'est une question de survie. Michael Weber. Moi, je dirais même qu'il ne faut surtout pas parler des belles images, parce qu'on souffre, je crois, dans ce débat, dans ce combat-là, des images, je ne sais pas, de l'ours polaire et d'autres. Là, bien sûr, ça peut permettre une prise de conscience, mais je pense que si on se résume à cela, c'est encore une fois sortir d'une approche globale, et je pense qu'on en a absolument besoin. Et peut-être juste parce que je pense que cet élément culturel, il faut qu'on en ait vraiment conscience et qu'on puisse l'assumer. Et on ne l'assume pas suffisamment. Je rebondirai sur ce qui vient d'être dit. La culture judéo-chrétienne, quand même, elle est à la base de cette domination
dont on pense être la vocation de l'homme, la domination de la nature. Hein. C'est quand même ce qui a été écrit dans un certain nombre de textes, il faut le dire, religieux pour le coup, où on dit, ben voilà, l'homme est là pour dominer la nature. Et c'est aussi la problématique de la surpopulation à l'échelle planétaire, puisque eh bien, dans ces mêmes textes, il y a cette nécessité non seulement de dominer la nature, mais aussi de se reproduire, d'être de plus en plus nombreux sur cette planète, dont on voit aujourd'hui les limites. Et je crois que ce combat culturel-là, qui est quand même devant nous, et qui effectivement, y compris auprès de ceux qui le prônent, est aujourd'hui questionné, je pense qu'il est important que de l'avoir en mémoire. Et puis, quand je prends juste l'exemple, parce que je pense qu'il est intéressant de l'avoir à l'esprit, ce qui est aussi un problème culturel, l'exemple des 3 espèces emblématiques que l'on a dans les parcs naturels régionaux qui posent débat. L'ours, le loup et lynx. Je commence par le loup. Le loup, non seulement, alors je ne vais pas venir sur l'impact que ces espèces ont sur l'élevage, etc. Ce n'est pas le sujet. Ils en ont tous les 3, ont un impact, c'est évident. Mais le loup, d'abord, c'est le grand méchant loup. Hein, il faut quand même pas. Là aussi, c'est une réalité. Et on a encore beaucoup cette histoire du loup qui attaque les populations au-delà de l'attaque d'élevage. Et donc qui suscite le rejet d'une d'une certaine population. Pourquoi c'est pas la même chose avec le lynx qui pourtant certes, n'a pas le même impact en termes de prédation, parce que le lynx, c'est un gros chat, et tout le monde trouve que c'est un joli gros chat, en quelque sorte. Et l'ours, l'ours, là où il a été réintroduit, c'est parce qu'il n'est pas venu de façon naturelle. Il a été souvent réintroduit, en tout cas il est maintenu, notamment dans les Pyrénées, parce que c'est en gros Paris qui impose l'ours au monde rural. C'est aussi ça, je veux dire, dans l'approche proprement dite, dans la difficulté, dans le défi qui est le nôtre, c'est aussi cette problématique du réensauvagement. Et puis dernière chose, quand on dit comment faire en sorte que ce soit peut-être plus acceptable par les populations, il faut aussi se rappeler que tout cela a un coût, et on sait que nos concitoyens sont quand même sensibles à cet argument-là. Le coût aujourd'hui des corrections que l'on peut, des politiques publiques sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, sur la lutte contre les plantes invasives, etc., c'est quand même, on ne sait pas le quantifier aujourd'hui, mais on sait que c'est plusieurs milliards d'euros. Donc si on sait aussi rappeler que la lutte, effectivement, contre ces types de pollution ou ces problématiques liées au déséquilibre de nos espaces naturels, ça a un coût qu'on ne quantifie pas suffisamment. Je pense que c'est aussi dire à l'inverse que tout ce que l'on peut faire pour éviter ces situations-là et protéger notre environnement, ce seront autant d'économies qu'on pourra faire, et non pas corriger, mais investir, on en parlait tout à l'heure quand on préparait ce petit débat, c'est aussi investir pour la nature et investir pour l'environnement. Alors, oui, rapidement, parce que je voudrais qu'on donne aussi la parole dans la salle. Oui, on parlait de coûts, et un exemple concret, tout simplement, pour voir ce que ça peut nous rapporter économiquement de protéger l'environnement. Les forêts, notamment les forêts alluviales, c'est-à-dire celles des bords des cours d'eau, nous font de l'eau propre. Pourquoi ? Parce qu'elles absorbent les nitrates et les phosphates qu'on trouve en un peu trop grande quantité dans nos eaux, dans les eaux des nappes phréatiques. Elles les absorbent pour fabriquer leur matière organique. Et il y a des mesures qui ont montré que lorsqu'on mesure le taux de nitrate à l'amont, c'est-à-dire à l'entrée d'une forêt alluviale, d'une ripisylve, et à l'aval, eh bien le taux de nitrate diminue après ce passage dans la forêt alluviale. Et ça, il y a des villes qui l'ont très bien compris. Forêt alluviale, forêt de pente. Vous prenez Munich en Allemagne. Ils ont préservé toute la forêt de pente des Préalpes bavaroises au sud de Munich, ce qui leur permet d'avoir, alors c'est les services municipaux de la ville qui le mettent sur leur site internet, l'eau de la meilleure qualité au prix le plus équitable. J'ai regardé sur leur site ce qu'ils appellent un prix équitable, c'est 1,72 € le mètre cube d'eau. Alors je me suis dit, tiens, voyons un peu combien ça coûte en France. Le prix moyen en France, c'est pas, il y a plus ou moins, puisque c'est un prix moyen, c'est pratiquement 4 € le mètre cube. Donc finalement, quelque part, préserver la nature, lui laisser faire le travail qu'elle nous fait sans nous demander de l'argent. On n'a jamais vu un arbre tendre la branche pour nous dire donnez-moi 10 €, je vous ai fait de l'eau propre. Eh bien, ça permet de faire des économies et de favoriser l'action de populations défavorisées socialement à un bien essentiel qui est l'eau, par exemple. C'est un exemple, évidemment, on peut les multiplier.